Bonjour, je suis vraiment très heureux aujourd'hui de recevoir une journaliste exceptionnelle, Anne Niva. Bonjour. Bonjour Anne, vous êtes envoyée spéciale du Point, vous revenez du Donbass, c'est de ça qu'on va D'Ukraine, parler. Oui, en Ukraine. Et vous êtes également correspondante, enfin vous travaillez également pour l'Herald Tribune. Enfin, je suis surtout une journaliste totalement indépendante, Voilà, c'est-à-dire totalement je n'ai pas indépendante. été salariée d'aucune rédaction. Et vous collaborez au Herald Tribune, au New York Times, à d'autres. Vous Depuis êtes longtemps. docteur en sciences politiques de l'Institut d'études politiques de Paris. Spécialisée sur la Et Russie. spécialisé sur la Russie. Donc, venons-en tout de suite à votre dernier séjour dans le Donbass. C'est pas que dans le Donbass, hein, Bernard. J'ai fait quand même 4000 km, j'ai parcouru toute l'Ukraine, mais pour aller là où il y a de l'action, sur le front, il faut aller dans le Donbass. Alors, concrètement, comment fait-on aujourd'hui pour aller là-bas? Alors, entrer en Ukraine, c'est pas très difficile, hein. On n'a pas besoin de visa. Donc il n'y a plus d'avions qui vont directement en Ukraine, donc on arrive en avion généralement par un des pays voisins de l'Ukraine. Donc moi je suis arrivée par la Pologne. Ensuite j'ai passé la frontière à pied juste le moment de la frontière à pied pour arriver du côté ukrainien. Là j'ai pris une voiture pour aller la première grande ville la plus proche de la frontière, donc dans l'Ukraine vraiment occidentale, c'est-à-dire à Lviv. Mais l'Ukraine est très grande. L'Ukraine est un pays qui est plus grand que la France. Oui, ça, plus grand que la France, il faut vraiment le répéter. On a du mal à l'imaginer. Oui, mais il faut le répéter moins parce que peuplé, mais plus grand. Voilà, c'est ça. Moins peuplé, mais plus grand. Oui, c'est 44 millions d'habitants, l'Ukraine. La France, c'est 66 millions. Mais donc, quand on est en Ukraine, les distances sont longues. Donc, il faut prendre ça en considération, surtout quand on est dans un pays en guerre, puisque justement, par définition, rien ne fonctionne plus quand même complètement comme si le pays était en paix. Mais les trains fonctionnent en Ukraine. Et d'ailleurs, les trains ont sauvé beaucoup de gens, beaucoup de réfugiés à l'intérieur de l'Ukraine utilisent les trains qui sont gratuits pour les Ukrainiens. Donc, il y a des horaires un peu fantasques, c'est plus les horaires habituels, mais les trains fonctionnent. Donc, j'ai pris un train entre Lviv et la capitale Kiev. J'avais pas vraiment. Je savais qu'aller à Kiev serait pas pour moi spécialement intéressant parce que les forces russes venaient de se retirer. On en a beaucoup parlé, vous vous souvenez, des alentours de Kiev, puisque les militaires russes n'ont pas pris la capitale Kiev, et qu'en se retirant, on a découvert ces charniers, ces atrocités dans les banlieues, à Boutcha et ailleurs autour de Kiev. Donc c'est à peu près à ce moment-là que je suis arrivée. J'allais voir quelques contacts à Kiev, c'est pour ça que j'y suis passée, mais mon but c'était de ne pas y rester, puisque mon but c'était d'avoir quelque chose à écrire, à raconter, et pour cela, dans un pays en guerre, il faut quand même aller là où ça se passe, sur le front. Mais c'est compliqué en Ukraine, justement parce que le front est très étiré. Oui, il y a plusieurs fronts en quelque sorte. Il y a au moins deux fronts. Il y a le front Est qui est étiré sur 900 km, ça c'est le Donbass. Et il y a le front Sud qui est aussi étiré sur plusieurs centaines de kilomètres. Donc on passe de l'un à l'autre et il y a donc la première ligne de front, la deuxième, troisième ligne, généralement là ce sont les bases arrières, les grandes villes, les villes dans lesquelles on peut vivre encore normalement, c'est-à-dire, quand je dis normalement, ça veut dire qu'il y a normalement de l'eau et de l'électricité. Ce n'est pas le cas de toutes les villes. À Dnipro, qui est une grande ville de l'arrière du sud, il y avait de l'eau et de l'électricité, mais à Mykolaïev, qui est juste une ville de 500 000 habitants, qui est juste avant Odessa, et qui est en train de devenir une ville du front où j'ai passé beaucoup de temps, là, il n'y avait plus d'eau. Donc c'était un énorme problème. Là, il y a de l'eau depuis quelques jours. Mais pendant les 15 jours au moment où j'étais, il n'y avait plus d'eau. Donc pour le maire de Mykolaïev, c'était un gros problème. Et pourquoi il n'y avait plus d'eau? Parce que les canalisations d'eau, qui viennent de la grande ville de Dnipro, justement, avaient été détruites par les combats. Et elles se trouvaient depuis en terrain occupé par les Russes. Donc il n'y avait pas de possibilité de les réparer. C'est ce que vous racontez dans vos papiers dans Le Point. Ah, mais moi, dans mes papiers, je raconte la vie dans la guerre. Bien Exactement, sûr. oui. Je ne vais pas sur le terrain en Ukraine pour faire du commentaire géopolitique, géostratégique. Ça, je le laisse à d'autres. Et puis surtout, quand on va sur le terrain, c'est pas pour faire ça. Quand on va sur le terrain, c'est pour essayer justement sur le terrain d'aller au-delà des idées reçues, au-delà de ce que l'on croit être la simplicité d'une guerre. Non, la guerre, c'est pas tout blanc, tout noir. C'est plus compliqué que ça. C'est pas la première guerre que je couvre. Elles sont toutes différentes, mais en tout cas, elles ont toutes des similitudes. Et la première similitude, c'est cela. C'est le fait que toutes les guerres sont complexes. Et je crois que c'est là, pour moi qui suis une reporter de terrain, que le reporter de terrain fait la différence. Si c'est un métier un peu décrié depuis quelques années, il y a bien une situation dans laquelle on a besoin des reporters de terrain, c'est la situation de guerre. Il faut des gens qui aillent sur place pour se rendre compte de comment
ceux qui subissent la guerre en premier, c'est-à-dire la population civile ukrainienne, vit cette guerre. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Comment ça change leur vie? Ça, c'est très important. Et ça, on ne peut pas le voir si on n'y va pas. Mais même quand on y va, il y a quand même des exemples passés, présents et sûrement à venir de journalistes qui sont victimes de la désinformation. Est-ce que c'est possible actuellement? Est-ce que les Ukrainiens essaient de vous montrer des choses telles qu'elles ne sont pas? Non, alors il y a plusieurs. Évidemment, en fait, il y a au moins deux guerres. Il y a la guerre du narratif, c'est-à-dire la guerre informationnelle, la guerre de propagande. Et ça, je dirais, je le dis avec tristesse, mais je le dis quand même parce que je suis très réaliste, c'est de bonne guerre, entre guillemets. Dans toutes les guerres, il y a des propagandes. Il y a la propagande de tous les belligérants. Donc là, on a deux belligérants. On a la propagande russe et on a la propagande ukrainienne. Je parle des propagandes politiques et militaires. Oui, puis les bien Américains, sûr. Les Français. Et ça, c'est encore autre chose, mais sur le terrain. Ah oui, sur le terrain. Ouais, bien sûr. Mais donc la deuxième guerre, c'est la guerre justement militaire avec des faits et des actes sur le terrain. Et ça, ce n'est pas de la propagande. Mais ça, soit on réussit en tant que journaliste à le voir, soit on ne réussit pas à le voir. Donc on peut effectivement aller en Ukraine et, disons, ne pas voir grand-chose. Je pense que, en tout cas, moi, ce qui m'aide, et je ne crois pas que j'y serais allée si je n'avais pas eu cet atout-là, c'est que je parle la langue. Donc moi, je vais en Ukraine seule. Je n'ai pas besoin ni de fixeur, ni de traducteur. Je suis seule. J'ai été 34 jours en Ukraine seule, comme je fais partout, sur tous les terrains, en Irak, en Afghanistan, en Tchétchénie, en Syrie, etc. Ça m'est plus difficile dans des pays dont je ne connais pas aussi bien la langue. Mais là, je suis en Ukraine. En Ukraine, tout le monde parle russe, même si c'est aujourd'hui la langue de l'ennemi, la langue de l'envahisseur. Et la question de la langue est justement une des sources du conflit. Mais je n'ai pas rencontré un Ukrainien, même des Ukrainiens anti-russes et totalement pro-ukrainiens, qui aient refusé de me parler russe. Pas un. Pourquoi ? Mais parce que leur envie de me parler, étant donné que je parle cette langue, est plus forte. Leur envie de communiquer, de me raconter, et moi de leur poser des questions et de réagir pour faire mon métier, est plus forte que de ne pas me parler. Et donc ça veut dire qu'on peut s'adapter à tout. Donc cette langue russe m'a évidemment aidé à comprendre un peu mieux ce qui se passe sur le terrain, alors, même si c'est complexe. Oui. Hein. Mais alors là, vous arrivez très loin de vos endroits habituels de conflit. Vous avez été ailleurs dans des... Mais là, le Donbass, je ne pense pas que vous y étiez. Si, j'ai été dans le Donbass en 2014, Bernard. Ah, en 2014. Justement, pour le point aussi. En 2014, j'avais été pour le point en Crimée, puisque en fait, nous sommes tous réveillés trop tard ici, nous les Occidentaux. Et c'est notre faute. C'est pas la première fois que c'est notre faute, mais moi je n'ai aucune honte à le dire. Le 24 février 2022, tout le monde s'est réveillé par peur, parce que cette guerre a fait peur. En France, elle a fait peur de quoi ? Peur qu'elle arrive jusqu'ici, bien sûr. C'est la première peur. Bon, mais il faut remonter à plusieurs dates précédentes pour essayer de saisir pourquoi les Russes ont envahi l'Ukraine le 24 février 2022. Et la première date à laquelle il faut remonter, c'est 2014. 2014, c'est donc... L'invasion de la Crimée. Oui, l'invasion de la Crimée par ce qu'on appelait à l'époque les petits hommes verts. C'était déjà l'armée russe, sauf qu'ils avaient enlevé leur blason. C'était incroyable, l'opération qu'ils avaient faite. Ils avaient pris la Crimée sans coup de feu. C'est-à-dire, c'est l'inverse de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et c'est justement parce qu'il n'y a pas eu de coup de feu qu'il n'y a pas eu la médiatisation qu'il y a eu aujourd'hui et qu'il n'y a pas eu les milliers de journalistes qui se sont précipités en Ukraine pour essayer de couvrir cette guerre. Donc en 2014, j'y avais été pour me rendre compte de cette opération qui était déjà quand même les prémices de ce que l'on voit aujourd'hui. Et j'avais également été dans le Donbass puisque, à l'époque, c'est le début de la partition du Donbass en deux parties. Puisque le Donbass, c'est un territoire ukrainien, mais qui depuis 2014, ça fait quand même longtemps, depuis plus de 8 ans, est occupé pour sa moitié la plus orientale par les Russes et l'autre moitié occidentale reste la moitié ukrainienne. C'est dans cette moitié ukrainienne occidentale que je me suis rendue aujourd'hui. Alors qu'en 2014, j'avais été de l'autre côté parce que c'était encore possible. Aujourd'hui, si je voulais aller dans le Donbass occupé par les Russes, je ne pourrais pas y aller en passant par l'Ukraine. Parce qu'il y a des checkpoints militaires qui m'empêchent d'y aller, puisque c'est le front. Donc il faudrait que j'aille en Russie, et que de la Russie, je pénètre jusque dans le Donbass russe, occupé par les Russes. Je le ferai sans doute, mais ce n'était pas l'objet de ce voyage.
Donc, vous voyez la complication. Et ensuite, la troisième date à laquelle il faut remonter, c'est 2004. Parce que 2004, c'est la première fois, depuis l'indépendance de l'Ukraine, que des Ukrainiens descendent dans la rue, osent descendre dans la rue par milliers, par dizaines de milliers, pour dire que justement, ils ne sont pas d'accord avec le côté pro-russe, l'inclination pro-russe de leurs dirigeants. Et puis la dernière date à laquelle il faut remonter, mais elle est essentielle, c'est 1991. Puisque 1991, c'est la dislocation de l'URSS, fin décembre. C'est ce moment, là aussi, sans coup de feu. Mais on en voit les conséquences jusqu'à aujourd'hui, puisque finalement, c'est comme un boomerang qui nous revient à la face. Sans coup de feu, l'URSS, après plus de 70 ans d'existence, se disloque, se saborde. Et il y a des pays qui deviennent indépendants en une nuit, comme l'Ukraine, comme la Biélorussie, comme les Pays-Baltes, comme plus loin à l'Est, les pays, l'Estan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, etc. Mais en fait, ce que la Russie n'a pas avalé jusqu'à présent, c'est cela. C'est la dislocation de l'URSS, dont il ne reste aujourd'hui plus que la Fédération de Russie, avec comme président Vladimir Poutine. Donc ce que vous voulez dire, en gros, c'est qu'on n'aurait jamais dû accepter l'invasion de l'Ukraine, que les Occidentaux auraient dû déjà se mobiliser. Déjà en 2014, les Occidentaux auraient dû, et notamment parce qu'il y a eu des sanctions, nos leaders occidentaux, ceux qui aujourd'hui se précipitent l'un après l'autre, mais pas Emmanuel Macron, il faut le remarquer, à Kiev pour pouvoir parler au président Zelensky. Tous ceux qui ont l'air aujourd'hui de se préoccuper du sort de l'Ukraine auraient dû s'en préoccuper déjà plus tôt, à partir de 2014, parce que déjà là, il y avait le conflit d'aujourd'hui. Oui. Alors que... mais les Russes ont fait ça en plusieurs étapes, finalement. En 2014, ce n'était pas l'armée russe telle qu'on la voit aujourd'hui qui envahissait la Crimée, comme je vous l'ai dit, et le Donbass. Ils sous-traitaient, encore aujourd'hui ils sous-traitent, mais c'est moins important, ils sous-traitaient par des militaires pro-russes du Donbass, puisque c'est à partir de 2014 que ces deux moitiés de région, comme je vous l'ai expliqué, se sont autoproclamées indépendantes du reste de l'Ukraine. Et c'est resté un conflit larvé, une espèce de plaie purulente. Exactement. Pour l'Ukraine et pour tous les présidents, jusqu'à Zelensky, qui a été élu quand même récemment, en 2019, pour tous les présidents et pour le peuple ukrainien. Tout le monde m'en a parlé en Ukraine. Tout le monde m'en a parlé, tout le monde m'a dit, mais nous, ça fait 8 ans qu'on est dans ce conflit. Ça fait 8 ans qu'on n'en peut plus. Et aujourd'hui, ça éclate. Donc ça, c'est important quand même à savoir. Et que retirez-vous alors de votre séjour dans le Donbass? Je veux dire, comme idée sur comment la guerre peut éventuellement continuer. Que pensent les gens là-bas? Moi, ce que je pense, mais je ne veux pas parler à leur place, je vais vous dire ce qu'eux pensent, mais en tout cas, il est certain que cette guerre sera longue. Longue. C'est déjà entré dans les esprits. Mais bien sûr, c'est entré dans les esprits parce qu'elle est déjà longue. Parce que ça fait déjà 8 ans et que tout le monde se rend bien compte en Ukraine que avec cette intensification d'un conflit qui était considéré comme larvé, voire gelé, avec des positions de part et d'autre, et je parle là de positions militaires. Oui. C'est-à-dire il y avait des positions ukrainiennes, des positions ukrainiennes dans le Donbass, côté ukrainien, ces positions-là, elles existent toujours. Aujourd'hui, c'est de ces positions-là qu'ils font leur contre-attaque. Il y a des contre-attaques qui sont en train de réussir, notamment vers Kharkiv, cette grande ville proche donc de la Russie et que les Russes n'ont pas réussi à prendre. Et de l'autre côté, du côté Donbass, contrôlé par les Russes, on a des positions tenues par les pro-russes et maintenant utilisées par l'armée russe, qui essayent d'avancer. Mais cette seconde offensive russe, parce qu'on peut bien parler d'une seconde offensive, la première étant celle sur Kiev, qui a été un échec à la fin du mois de mars, cette seconde offensive russe qui est dans le Donbass et sur le sud, avec sans doute le but de prendre Odessa, qui ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas, ni l'une ni l'autre. C'est-à-dire le Donbass, il n'y a pas véritablement de mouvements qui soient des mouvements qui soient des grands mouvements. Il y a des petits mouvements autour de petits villages qui sont pris par les Russes, ensuite repris par les Ukrainiens. Donc c'est des petits pas. Là, on n'a pas de grands pas. En revanche, ce qui est notable, c'est qu'il y a quelques contre-offensives de l'armée ukrainienne. Mais ce que je veux dire sur le peuple ukrainien, c'est que le peuple ukrainien n'est dupe de rien.
et qu'il ne faut pas les prendre pour des idiots et qu'ils savent très bien ce qui se passe sur leur pays, c'est-à-dire des destructions abominables, des souffrances inimaginables, des souffrances qui vont mener à ce que j'ai vu dans toutes les guerres, c'est-à-dire de la haine, c'est-à-dire des désirs de vengeance, bien sûr, des haines et des souffrances qui vont aller de génération en génération. C'est certain, ça ne peut pas être autrement, parce que quand vous avez une famille entière qui a été décimée, des innocents qui ont été décimés, des civils qui ont été tués, de la façon dont on le sait qu'ils ont été tués en Ukraine, comme ce que j'avais vu en Tchétchénie. En Tchétchénie, j'étais moi-même sous les bombes et l'artillerie russe. Oui, vous avez écrit un livre, Chienne de guerre. Oui, c'était quand même il y a 20 ans. Ce livre, il est sorti en 2000, donc il y a plus de 20 ans. Et c'était déjà l'armée russe qui essayait de mettre au pas, mais pour le coup, elle a réussi en Tchétchénie, un petit peuple, les Tchétchènes, qui voulaient se séparer de l'immense fédération de Russie. C'était aussi une conséquence de la dislocation de l'URSS. Mais à la différence de l'Ukraine, la Tchétchénie n'était pas un pays indépendant, un État indépendant comme l'est l'Ukraine depuis 1991. La Tchétchénie, c'était, les Russes le disaient et le répétaient, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Tchétchènes n'ont pas reçu d'aide comme les Ukrainiens le reçoivent aujourd'hui en armes et même en diplomatie. Parce que c'était une affaire intérieure russe au sein de l'immense fédération de Russie. Tout simplement. Et puis la grande différence aussi, c'est que la Tchétchénie, c'était grand, c'était un mouchoir de poche. Donc le théâtre d'opération, c'était grand comme à peu près la région Rhône-Alpes en France, c'est-à-dire petit, rien à voir avec l'Ukraine aujourd'hui. Donc, mais simplement, tout ça pour vous dire que c'était ma première guerre, donc j'ai commencé par la pire des guerres, puisque j'étais sous un tapis de bombes. C'était comme si j'étais sous ce qui s'est passé là avec Mariupol. La Tchétchénie, ça a été pendant 10 mois d'affilée comme un immense Mariupol. Parce que c'est la façon de mener la guerre des Russes quand ils le font comme ça dans une ville en particulier. Mais c'est pas la façon dont ils mènent la guerre dans toute l'Ukraine aujourd'hui. Mais c'est leur façon à Mariupol et on est en train d'en voir le résultat. Mais Mariupol est maintenant occupé par les Russes. Mais alors si Poutine prend son temps et petit à petit avance vers Odessa et contrôle... Non, il n'avance pas petit à petit vers Odessa. Non. C'est bloqué justement sur le front, qui est l'objet de mon deuxième article du Point, le front sud, dans cette ville où je me suis arrêté longuement, qui s'appelle Mykolaïev. Cette ville, elle est à 30 km à peu près de la seule ville que les Russes ont prise, grande ville qui s'appelle Kherson. Et celle-là, ils l'ont prise depuis le début du mois de mars. Et depuis, ça ne bouge pas. C'est-à-dire, Kherson est prise, les Russes sont sur leur position au-delà de Kherson, face à Mykolaïev, et les Ukrainiens ont repris Mykolaïev et sont bien présents à Mykolaïev et au-delà dans les villages qui forment la première ligne de front au-delà de Mykolaïev, des villages dévastés dans lesquels j'ai été, d'où la population a évacué. Dans ces villages-là, il y a des tirs d'artillerie tout le temps, il y a des tirs de missiles, de roquettes, donc on ne peut plus y vivre sans être dans un grand danger. Tout le monde n'a pas évacué, parce que vous avez toujours des gens qui ne veulent pas évacuer, qui vivent en grand danger, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, etc. Mais derrière Mykolaïev, c'est-à-dire à l'ouest de Mykolaïev, quand vous continuez la côte ukrainienne, du sud vers l'ouest, vous avez la ville d'Odessa, mais qui est loin. Elle est loin. Elle est à plus de 100 km. Donc ça veut dire que Mykolaïev, c'est le verrou qui protège Odessa. Et là, il n'y a pas d'avancée. Et tous les stratèges militaires le disent, personne ne pense qu'il y en aura. Donc pour le moment, ce qui a l'air de compter pour les Russes, c'est de ne pas perdre la face dans le Donbass et de terminer ce qu'ils sont en train de faire, mais qui a duré longtemps, à Mariupol. Mariupol étant une ville du sud, donc de la côte sud, qui est à l'ouest de Mykolaïev et de Kherson. Et avec ça, ils peuvent sécuriser un corridor entre la Crimée et le Donbass. Est-ce que cela sera suffisant? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine et je ne joue pas au jeu que jouent de nombreux journalistes et de prétendre qu'ils y sont. Je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sur le terrain, la situation est telle que je viens de vous la décrire et depuis un certain temps. Et tout le monde doute quand même du fait des capacités militaires russes, parce qu'il faut, pour mener cette guerre à bien et pour gagner encore du terrain, beaucoup plus d'hommes. De la logistique. Oui. C'est-à-dire, l'aviation ne suffit pas. Oui, c'est ça. Et d'autant plus que l'aviation russe n'a pas la domination du ciel.
le ciel est également partagé. L'aviation ukrainienne travaille très bien également, on en parle beaucoup moins. Mais pour ce type de guerre qui est en train de continuer de se développer, que nous regardons, nous, observateurs, depuis fin février, il semblerait que pour gagner du terrain, il faut davantage d'hommes. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de mobilisation générale en Russie. Cette guerre, et ça c'est en train finalement de jouer contre celui finalement qui a imposé, c'est-à-dire Poutine a imposé le fait qu'on n'appelle pas cette guerre une guerre, parce que justement c'est une opération terroriste, antiterroriste à ses yeux, parce que justement il n'y a pas de mobilisation générale, ce qui lui permet certaines choses au niveau de son opinion publique. Mais le mauvais côté, c'est qu'en ne pouvant pas déclarer une mobilisation générale, il se prive d'hommes, bien sûr. Donc il est limité. Alors que du côté ukrainien, on a une mobilisation générale. Oui. On a un enthousiasme général. Les Ukrainiens sont portés par cette guerre, ceux qui la font, et puis ils sont portés par l'aide énorme, qui évidemment à leurs yeux n'est pas suffisante, ils le répètent, mais c'est quand même une aide énorme en matériel, en armement, qui leur permet de tenir tête à cette armée russe. Et la guerre serait totalement différente s'il n'y avait pas cette aide. Un des handicaps aussi de Vladimir Poutine, c'est le matériel qu'il a. Parce que d'après les descriptions qu'on lit du matériel russe, ça tombe en panne, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, donc il en manque beaucoup. Donc même s'il avait des hommes, s'il réinstaurait la... Bon, enfin, c'est un ensemble. Hein. Si je comprends bien la guerre... Et je ne suis pas une spécialiste militaire, mais je suis une observatrice du terrain et je me considère presque comme un vétéran des guerres. Parce que de toutes les guerres que j'ai... Et quand je suis avec des militaires, je sens qu'il y a quelque chose en commun. C'est cette connaissance du terrain. Donc la guerre est une affaire de coordination militaire, avant tout. Et il y a, semblerait-il, une très mauvaise coordination côté russe entre la chaîne d'approvisionnement qui, justement, lors de la première phase militaire de cette guerre, quand la chaîne d'approvisionnement était très longue, puisqu'il fallait aller jusqu'à Kiev, elle était déjà mauvaise. On pouvait éventuellement le comprendre, puisqu'ils étaient à des centaines de kilomètres de leurs frontières. Mais là, il n'y a aucune excuse, puisqu'on est dans le Donbass et qu'ils sont à quelques kilomètres à peine. Donc ils ne peuvent pas prétendre que c'est à cause de cela qu'ils sont en train de ne pas gagner cette guerre. Donc, et puis il y a aussi le fait que des hauts gradés, des généraux, des officiers russes ont été obligés de se rendre sur le terrain et ils ont été tués, sans doute grâce à l'aide du renseignement militaire américain et britannique. Parce que nous avons dans cette guerre quand même des renseignements militaires, et notamment britanniques et même américains, qui, moi j'ai jamais vu ça, depuis que 20 ans que je couvre des guerres, mais qui informent, qui font des tweets, qui informent et sans doute aussi désinforment, bien sûr, mais qui s'expriment, alors que d'habitude, on n'a jamais ce genre d'expression pendant un conflit. Les seuls que nous n'entendons pas dans cette guerre, et pour moi c'est un silence quand même notable, ce sont les militaires ukrainiens. Bon, les militaires russes, bien sûr. Oui. Mais du côté, il y a le porte-parole ukrainien qui tweet... Oui, porte-parole comme le porte-parole russe. Oui. Mais c'est le minimum. Mais disons que, à part ça, celui qui dirige toutes les opérations militaires en Ukraine, qui est le commandant des forces armées, il est extrêmement... silencieux. Et ça explique peut-être son efficacité. Anne Niva, il me reste une dernière question, parce que malheureusement l'émission se termine. Donc vous dites une guerre qui sera longue, pas de mouvement. Est-ce qu'ils peuvent rester en chien de faïence comme ça oui. Malheureusement, oui. Avec des petites escarmouches. Oui, et qui vont donc... on va revenir sans doute vers une guerre de position, à moins qu'une des deux parties en présence décide de faire ce qui est un peu obligatoire dans toute guerre, mais des concessions. Et qui serait un point de départ pour, bien sûr,
des négociations de paix. Parce que pour négocier la paix, pour arrêter une guerre, il faut se parler. Et pour se parler, il faut avoir envie de se parler. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Des deux côtés, côté russe comme côté ukrainien, s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a aucune envie aujourd'hui d'arrêter cette guerre. Donc on en est encore loin. Et la seule chose, moi, enfin tout ça m'attriste beaucoup, mais ce qui m'attriste encore plus, c'est l'idée que j'espère me tromper, mais malheureusement mon expérience de la guerre me l'a montré, qu'il y ait un désintérêt médiatique, politique pour cette guerre, justement parce qu'elle va devenir une guerre longue. Combien de fois je me suis retrouvée à me rendre compte que les guerres que je couvrais n'intéressaient plus personne. Merci beaucoup Anne Niva d'avoir accepté de venir Bernard. dans cette émission. Et j'espère que vous accepterez de revenir pour reparler justement, comme vous disiez, pour que cette affaire ne disparaisse pas dans le... Si ça n'est pas terminé tôt, espérons que ça se termine, mais je n'en suis pas sûre. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et à bientôt.